Écoutez, je vais essayer de tirer quelques conclusions. Alors d'abord, ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est d'une très grande richesse. Il y a eu un nombre d'informations très, très considérables. Et la première réflexion qui me vient à l'esprit, et ça, je le fais particulièrement passer à Étienne, qui ne nous écoute pas en ce moment, c'est de dire qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une suite à ce colloque. Ces suites, elles peuvent être de multiples manières, mais il y en a une, c'est qu'il faut faire connaître ce colloque. Je ne sais pas si on va pouvoir le publier, il y a des vidéos, il y a des gens qui ont écrit des textes, mais je pense que faire connaître ces échanges, le contenu de ces échanges, ça peut nous servir à plusieurs choses. D'une part, bien entendu, entre nous tous, à nous rappeler ce que nous avons entendu aujourd'hui, à faire connaître dans nos environnements, mais ça peut aussi nous servir également sur le plan des activités pour lesquelles nous sommes aussi missionnés, c'est-à-dire des plans de santé, des équipes de mobiliser des équipes de recherche. Et donc je crois qu'il est tout à fait important, effectivement, qu'on essaie de donner une suite dans les publications à ce colloque. Alors ensuite, on a entendu beaucoup de présentations ce matin. Je pense que la première présentatrice qui vient juste de passer devant moi a particulièrement posé le problème, effectivement, de savoir où était la douleur et où était la souffrance, où étaient les connexions et la complexité du sujet douleur-souffrance. Mais elle nous a dit que ce qui pouvait être finalement opérationnel, c'est à un moment donné de considérer que la souffrance, c'était différent de la douleur, même si Paul Ricoeur, de temps en temps, considère qu'on peut parler de l'un et de l'autre. Et donc, elle nous a proposé un certain nombre d'outils pour essayer d'analyser la souffrance et de juger de l'intensité de la souffrance. Alors cet après-midi, on a entendu que nous faisions une médecine algorithmique, qu'on demandait de faire des échelles, de monter à des échelles aux médecins, etc., et aux infirmières. Mais je crois que la vertu de toutes ces échelles également, même si on peut dire de temps en temps, elle donne l'impression de déshumaniser la médecine, c'est d'abord quand même de faire poser les problèmes et de se dire que la personne qu'on a en face, elle peut souffrir ou elle peut avoir mal ou elle peut souffrir. Échelle d'évaluation de la douleur, échelle d'évaluation de la souffrance. Et que si on prend un peu mieux en compte la douleur à l'heure actuelle dans les hôpitaux, c'est peut-être parce qu'il y a de temps en temps des aides-soignantes qui, de façon un peu primaire parfois, sont là et font remplir des échelles de douleur. Et au moins, on sait que la personne qui est en face de soi a mal. Et donc, je pense qu'il est important, effectivement, que ces activités, ces travaux qui sont faits puissent pouvoir se développer et puissent permettre de fournir, effectivement, des outils pour évaluer, effectivement, la souffrance. Et donc, la question que nous nous posions tout à l'heure, justement, était de savoir si les outils qui sont mis en place pour évaluer la douleur chronique sont effectivement des outils pertinents également pour évaluer la souffrance dans les maladies neurodégénératives. Parce que j'ai entendu ce matin plusieurs exposés qui nous ont parlé de la souffrance chez des personnes qui n'avaient pas de douleur physique. Et ce qu'on a entendu ce matin, les témoignages pour beaucoup d'entre eux, et puis un certain nombre de présentations concernant les maladies neurodégénératives, c'était des personnes qui souffraient dans les diverses dimensions de la souffrance telles qu'on doit pu nous les montrer, mais qui n'avaient pas de douleur physique, ou tout au moins un certain nombre d'entre eux n'en avaient pas. Et donc, je pense que la question qu'il faut se poser sur le plan éventuellement de la recherche est de savoir effectivement, en particulier on a entendu que les maladies d'Alzheimer, lorsque leur capacité d'introspection était altérée, ne souffraient plus ou avaient une diminution de leur niveau de souffrance, j'en suis pas convaincu. Et je pense qu'il y a là, effectivement, la possibilité de se poser un certain nombre de questions sur ces sujets-là. Alors ensuite, on a entendu parler d'un autre type de douleur
dont j'ai dit à certains d'entre vous combien on peut, quand on est psychiatre, expérimenter, c'est la douleur morale. Et l'intensité de la douleur morale qui peut à un moment donné abroger la sensation de la douleur physique. Et donc le versant psychiatrique de cet aspect avec la relation qu'il y a avec la dépression, avec le risque suicidaire. Et donc l'appréciation du risque suicidaire quand on vient de faire une annonce diagnostique, c'est un sujet extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Et je ne suis pas sûr que tout le monde, toutes les personnes qui font les annonces diagnostiques aient à un moment donné la compétence, la connaissance pour pouvoir aborder et pour pouvoir être pertinent sur ce sujet. On nous a rappelé ces problèmes-là. Ensuite, on nous a dit effectivement qu'en revenant sur la douleur chronique, la souffrance pouvait avoir un impact sur divers aspects, mais parmi lesquels il pouvait y avoir une relation étroite avec les problèmes de cognition, et qui n'étaient pas uniquement des problèmes réversibles, mais qui pouvaient éventuellement être des conséquences. Est-ce que ce sont des conséquences? Est-ce que le trouble cognitif est la conséquence de la souffrance, ou bien est-ce qu'il traduit simplement la souffrance et le manque de flexibilité dont on a parlé ce matin sont en fait deux éléments qui sont associés et qui montrent la difficulté d'adaptabilité que peut avoir à un moment donné une personne et un cerveau plus particulièrement confronté à ces difficultés. Didier Boissira est parti, on ne peut pas en discuter là. Mais... Ah, il est là. Non, je crois que c'est un sujet sur lequel il y a effectivement un certain nombre de questions sur lesquelles on peut se poser des... Ensuite, on a entendu cet après-midi quelles étaient les possibilités de prise en charge. On a vu que parmi les possibilités de prise en charge, il y avait beaucoup de recherches, et non seulement de la recherche fondamentale sur les sciences neurocognitives, mais sur la méditation et les divers types de méditation, et voir comment on pouvait effectivement aborder l'accompagnement de ces personnes d'une autre façon, avec des substrats scientifiques et des démonstrations qu'il y avait des modifications au niveau des réseaux cérébraux qui étaient influencés par la méditation, et comment on pouvait non seulement aborder ce problème avec les patients, mais aussi avec les aidants, et le problème de la formation également des médecins et globalement du personnel soignant. Je pense qu'il y a là aussi une piste très, très importante pour éviter les difficultés que l'on rencontre et que l'on voit malheureusement maintenant au quotidien aussi dans la prise en charge des patients, c'est-à-dire le burn-out d'un nombre de médecins et de soignants. Quand on dirige des pôles de médicaux, on se rend compte que c'est de l'exercice quotidien. Et puis, on a écouté en fin de journée, bien sûr, Joël qui nous a fait part de son expérience de 30 ans d'accompagnement de la souffrance de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Je pense que, même si, il l'a dit, nous faisons beaucoup de médecine algorithmique actuellement, même s'il y a une approche... et comme il l'a dit, très administrative d'un certain nombre de sujets, notre rôle à nous, c'est de mettre de l'humain dans ces éléments d'algorithme, d'administratif, c'est de faire comprendre que, au travers de ces aspects d'organisation très, à un moment donné, déshumanisés, il y a une volonté de mettre en place les outils d'accompagnement, et ces outils d'accompagnement arrivent à se développer. Le maillage de l'ensemble du territoire français dans l'ensemble de ces organisations est en train de se faire. À nous de montrer comment on peut se les approprier et comment on peut dépasser le problème purement organisationnel et administratif
et c'est ce que je dis, moi, quand on me demande qu'est-ce que vous faites sur un plan de santé, je dis que j'essaie et que ma place, c'est d'essayer de mettre l'humain dans l'organisation d'un plan de santé. Et je pense que c'est effectivement un des points importants de ce qu'a pu dire Joël. Et par ailleurs, il a dit beaucoup de choses que vous avez certainement retenues. Et donc, vous nous avez montré en fin de journée qu'il n'y a pas que... Il y a bien sûr l'importance de la prise en charge psychologique. Et l'un des grands sujets sur lesquels je voudrais essayer d'arriver à faire quelque chose dans les quelques années qui restent de ce plan, c'est d'essayer de faire que cet accompagnement psychologique puisse devenir de la réalité. Il y a des difficultés, on a entendu, organisationnelles, de savoir où est-ce qu'on va les trouver, de savoir comment on va les payer, de savoir comment on va les rembourser. Mais je pense qu'il y a actuellement une dynamique et une prise de conscience de l'ensemble des responsables de santé pour se rendre compte que c'est absolument indispensable. Et donc nous avons là certainement une possibilité d'action, et il va falloir encore certainement des bras de levier pour avancer, mais je crois que c'est un sujet qui est absolument indispensable dans la prise en compte, dans le parcours des personnes que l'on prend en charge. Et puis, nous avons enfin entendu qu'il n'y a pas que les soignants, il n'y a pas que le système de santé, il n'y a pas que les systèmes d'accompagnement médico-sociaux, il y a aussi ce que vous avez présenté, mesdames, c'est effectivement tout ce qui est le lien social, tout ce que apportent les associations, la rencontre des personnes qui ont vécu, le fait qu'on puisse se rendre compte qu'on n'est pas seul dans la vie et que d'autres personnes ont vécu ces choses-là. Et donc tout ce qu'apportent les associations qui est, je crois, absolument essentiel et dont on se rend compte qu'il faut que nous travaillions ensemble pour faire avancer les sujets. Vous avez parlé enfin de la déstigmatisation. C'est aussi un sujet majeur. Faire connaître ces maladies, déstigmatiser ces maladies, favoriser les innovations sociales de manière à ce qu'on puisse faire émerger des expérimentations comme celles que vous avez montrées dans les divers domaines des diverses maladies neurodégénératives. Bien, je crois que c'est tout ça que l'on a vu apparaître aujourd'hui. Alors il y a clairement la possibilité de développer un certain nombre de recherches plus fondamentales, je pense en neurosciences. Je pense qu'il y a une immense ouverture, et je regrette aujourd'hui qu'il n'y en ait pas eu plus que cela, de chercheurs en sciences humaines et sociales. On n'a pas réussi à les mobiliser suffisamment, je le regrette, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de recherche en sciences humaines et sociales, mais vu ce qu'on a entendu aujourd'hui, je pense qu'il y aurait largement de la place. Et puis il y a du travail que l'on peut faire alors de façon plus pragmatique en commun pour essayer d'améliorer la prise en charge de la souffrance au quotidien de toutes les personnes qui sont atteintes de ces maladies. Voilà, il m'a semblé que c'était ça. J'ai certainement oublié beaucoup de choses, mais je crois qu'on peut essayer de capitaliser là-dessus. Merci beaucoup de votre présence. Merci Michel pour ce résumé de la journée. Moi, j'aurais juste une question à vous poser. En pratique, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire, les participants aujourd'hui, les personnes qui ont assisté à cette journée, est-ce que vous voyez une action, 2 actions, 3 actions qu'il faut essayer de mettre en avant d'une manière pratique? Il y a des micros. Je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu un appel d'offres avec des projets de recherche qui ont été mis en place. Moi, ce que j'aurais mis en avant comme action, c'est
le soutien aux soignants. On a vu la souffrance des soignants, c'est vraiment un cri d'alerte qui lance vraiment tout le temps, médecins et infirmiers, aides-soignants. Donc peut-être aider dans ce qu'on a vu, enfin je ne sais pas comment, mais là il y a une urgence là. Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, et il se trouve que c'est par hasard, hein, j'ai une petite nièce qui a soutenu sa thèse de médecine il y a exactement 3 semaines. C'était la thématique de sa thèse de médecine, c'est-à-dire la souffrance des soignants, comment la prendre en charge et aider les personnels paramédicaux et médicaux pour accompagner en fait les malades. Je ne sais pas si vous y pouvez quelque chose, mais la méditation dans tous les hôpitaux, premièrement. Et deuxièmement, moi j'ai été diagnostiquée en juillet dernier, donc je suis toute fraîche dans le club. Ce qui m'obsède un peu, sachant que j'en suis pas encore là, puisque pour l'instant je découvre tout du club, c'est comment il est possible de travailler, de continuer à travailler tout en étant malade. Et j'adorerais lire une étude où on voit qu'il y a 70% des gens qui sont dans le club, qui ont réussi à garder leur job. Alors moi, il se trouve que j'ai pas la chance d'être dans cette catégorie-là. Je suis dans la catégorie j'étais au chômage et en plus je me suis tapé la maladie. Donc résultat, maintenant je suis au chômage et je cherche à me réinsérer dans la vie professionnelle, sachant que je dois pivoter obligatoirement. Je peux plus faire mon boulot d'avant où je parcourais le monde entier. Maintenant, je peux plus parcourir le monde entier. Donc voilà, j'adorerais lire des études là-dessus, comment c'est possible de garder son job. Enfin voilà, j'adorerais lire des choses sur mes pairs. Et c'est pour ça que j'ai une appétence énormément pour rencontrer les gens qui me ressemblent, qui savent de quoi je parle quand je parle de fatigue, etc. etc. J'adorerais parler boulot. Merci. Alors, deux points, moi, qui me paraissent extrêmement importants. Premièrement, ce que vous avez mentionné, méditation dans tous les hôpitaux. Oui, pourquoi pas? Mais vous avez vu qu'il y a un tas d'approches différentes, en fait. Il y a l'entraide entre les pairs, il y a la méditation, il peut y avoir pour certaines personnes un soutien psychologique avec des psychologues. Enfin, vous avez un tas d'actions possibles. La vraie question qu'il y a derrière tout ça, c'est finalement qu'est-ce qui est le plus efficace? Et là, je pense qu'on a vraiment de la recherche à développer dans ce domaine-là. C'est-à-dire essayer d'avoir des études qui permettent, sur un critère, qui est le critère dont on a parlé aujourd'hui, qui est la souffrance ou la douleur psychique peut-être, d'avoir des études vraiment solides scientifiquement qui nous permettent de dire eh bien, il vaut mieux combiner telle approche avec telle autre approche parce que les résultats seront meilleurs. Et j'ai envie peut-être de poser la question en fait aux spécialistes de la douleur. Et je voudrais avoir ton avis, Didier, c'est est-ce que ce type d'approche a donné des résultats pour la douleur, et est-ce que tu penses qu'on peut l'appliquer à la prise en charge de la souffrance? C'est-à-dire, quelle serait en fait ta vision pour améliorer la prise en charge de la souffrance sur la base de tout ce que tu as pu mettre en place pour la douleur? Si j'avais la réponse à cette question, la souffrance aurait disparu de la planète. Mais non, je pense que ce que tu dis est tout à fait exact, et j'y adhère tout à fait. C'est que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de travaux de recherche qui nous aident à définir les parcours de soins des patients. Aujourd'hui, on fait les choses de façon assez empirique, avec la meilleure volonté du monde, mais ça reste assez empirique. Et on a besoin d'études qui nous
Bon, la méditation, par exemple, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, la méditation, on peut faire des études, de véritables études scientifiques. On a vu ce qu'a présenté Antoine Lutz. Donc il peut y avoir de véritables travaux scientifiques sur la méditation. Et il y a des études qui ont montré que l'utilisation de différentes formes de méditation, mais différents programmes, différents protocoles, pouvaient permettre d'améliorer la douleur et la souffrance qui lui est associée. Donc c'est possible de le faire, mais il faut le faire de façon rigoureuse, et ça demande bien entendu des moyens. C'est toujours là que le bas blesse. Et néanmoins, quand même, en France, on peut dire qu'à la PHP, il y a cette volonté d'avancer quand même un petit peu sur ces sujets-là. Et il y a eu un appel d'offres maintenant il y a 3 ans, concernant les médecines complémentaires, puisqu'ils sont aussi très largement utilisés dans la prise en charge de la douleur, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'ostéopathie ou d'autres approches, ou l'acupuncture. Il y a eu un financement. La PHP a débloqué de l'argent pour financer plusieurs études. Nous en menons une dans mon groupe concernant l'hypnose, l'effet de l'hypnose. Mon collègue Perrault en fait une sur l'ostéopathie. Bref, voilà, quand on donne les moyens, on peut arriver à faire des études qui donneront, j'espère, des réponses, peut-être pas complètes, mais au moins des éléments de réponse sur l'intérêt, les indications de ce type d'approche, par exemple. Mais l'acupuncture, par exemple, l'acupuncture, il y a eu des dizaines d'études qui ont été faites, mais les études, là, pour le coup, sont assez contradictoires en matière de douleur. Mais là où les résultats sont beaucoup plus intéressants, c'est sur des choses comme l'hypnose ou la méditation, où là, il y a pas mal de données qui sont intéressantes. Et pour vous répondre, en fait, je pense que la réponse à il faut le mettre en place dans tous les hôpitaux, ou il faut le mettre en place pour tout le monde, avant qu'on puisse même essayer de négocier ou d'avancer sur ce type de proposition, il faut qu'il y ait un substratum qui prouve réellement le bénéfice. Et je crois que c'est chez les patients, bien entendu. Et je pense que c'est ce type d'études dont nous avons besoin. Nous ne les avons pas encore. Et ça, c'est une des vraies priorités qu'il faut avoir. Donc, merci pour avoir posé cette question. Il y a une autre priorité à mettre en avant, peut-être. Oui, moi, j'ai une remarque plus générale, en fait. C'est sur l'humanisation de la médecine. Donc, par exemple, j'entends parler de gens qui ont affaire à des cancérologues, de voir que c'est pareil, leur souffrance n'est pas très bien pas très bien traitée. Donc, c'est sur une meilleure organisation des études de médecine pour justement appréhender toutes les sortes de souffrances avec toutes les maladies. C'est clair qu'il faut une meilleure prise en charge plus humaine, plus d'empathie peut-être. Le vrai problème, c'est qu'il faut apprendre et avoir des méthodes d'apprentissage, avoir du temps pour apprendre. Et hélas, actuellement, c'est vrai que les médecins n'ont pas forcément le temps de faire tout ça. Pardon ? Alors, c'est là où les malades, comme vous l'indiquez, et c'est ce que vous avez présenté dans cette vidéo, c'est vrai que l'ensemble des malades, des personnels paramédicaux, de la société même, je crois que c'est une organisation de société. Moi, quand j'étais petit enfant, c'est vrai que les grands-parents habitaient avec les parents, il y avait 3-4 générations qui étaient ensemble. Le fait de vivre dans les sociétés telles que nous les voyons actuellement aussi déshumanise ce type de relations. Alors, il y a quand même certaines opérations qui existent, en particulier du partage d'habitat entre des étudiants et puis des personnes qui souffrent de différentes pathologies. Ça peut être des maladies neurodégénératives. Et je crois que ce type d'expérience doit être renforcé, et c'est une des réponses peut-être à cette déshumanisation. Moi, c'était juste pour retomber sur la thématique de l'emploi. Je pense qu'effectivement,
il y aurait peut-être quelque chose d'opérationnel à faire comme ça a été fait effectivement dans le cadre du handicap physique et de l'emploi, positionner des colloques, des conférences sur le handicap psychique et l'emploi, avec dans ces colloques finalement des représentants même ou des chefs d'entreprise ou des représentants du monde salarial, des personnes qui vont aller embaucher ces personnes et de la médecine du travail, où finalement, quand le diagnostic arrive, c'est ces personnes-là qui vont évaluer la capacité d'emploi de ces personnes. Et c'est vrai qu'elles ont finalement peu de connaissances sur le vécu de la pathologie, sur l'adaptation de l'emploi, sur ce dont ils peuvent bénéficier eux-mêmes pour adapter l'emploi de la personne. Et là-dessus, effectivement, peut-être qu'il y aurait quelque chose à produire ou à financer. Nous sommes en train de travailler sur le sujet avec la médecine du travail, avec des représentants de la médecine du travail au niveau universitaire, pour essayer de voir comment, justement, on pourrait essayer de permettre que les centres qui sont les centres de référence des maladies professionnelles au sein des structures hospitalières actuellement puissent effectivement s'impliquer dans ce genre d'approche. Oui, je me permets, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, je parlais tout à l'heure avec Michel Clany en privé, mais j'ai pensé que c'est au niveau de la recherche, pas au niveau du soutien et puis de l'aide ensuite. Je pense que ce qui manque d'abord, c'est effectivement des moyens d'évaluation de la souffrance. En plus, on n'a pas distingué aujourd'hui, mais il y a souffrance existentielle ou autre. Bon, bref, souffrance qui nous accompagne en cours de route, et il y a souffrance en fin de vie, qui ne sont pas la même chose, et il ne faut pas les diagnostiquer de la même manière. Et moi, je pense que, en tout cas, dans ce que nous on fait, dans ce que je fais, dans ce qu'on fait avec Didier, c'est une étude concernant la souffrance liée à la douleur, mais il y a aussi la maladie neurodégénérative dont la souffrance est différente à cause des déficiences cognitives. Et du coup, je pense qu'il y a le moyen pour élargir ce champ de recherche, ça peut nous faire avancer beaucoup plus vite. Mais là, il faudra vraiment aussi une mise en place des professionnels de santé pour le faire. Alors, votre commentaire me semble très important et il se situe même en amont de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'évaluation, par exemple, de l'hypnose ou d'autres méthodes interventionnelles qui ne font pas partie de la médecine traditionnelle telle qu'on l'étudie. C'est-à-dire pour analyser le bénéfice de ces méthodes, il faut avoir une échelle qui soit fiable, qui soit représentative de la souffrance. Et ce que vous êtes en train de nous proposer, si je comprends bien, c'est de renforcer en fait la recherche sur ces échelles, sur les échelles pour la fin de vie d'un côté, et puis les échelles au cours de l'évolution d'une maladie neurodégénérative. Et le troisième point justement que j'allais mentionner, et ça on en avait parlé l'année dernière pour les orateurs qui sont là, c'est est-ce que tous les patients sont capables de verbaliser la douleur, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière, et on était arrivé à la conclusion qu'il fallait développer des moyens de mieux identifier la douleur chez des personnes qui ne sont pas capables de la verbaliser. Et pour la souffrance, c'est encore pire. C'est encore pire, je dirais. Donc, une des priorités, avant même de tester les interventions, c'est peut-être de renforcer la recherche sur la souffrance, sur les moyens d'étudier et d'appréhender la souffrance, en particulier dans les maladies neurodégénératives, puisque ça pose des problèmes de souffrance qui sont particuliers à ces maladies chroniques. Moi, j'avais une suggestion sur la formation. Tu as de la chance parce que tu as une nièce qui a passé une thèse dans un domaine que j'aimerais voir plus fréquemment utilisé. Moi, j'ai un fils qui va passer l'internat dans 3 jours uniquement sur des QCM. Il y a tout un champ de l'éducation des médecins qui se fait complètement en dehors de cette appréhension de l'intersubjectivité. Ceci dit, je trouve aussi qu'on a progressé. Par exemple, nous, dans notre fac, on fait maintenant intervenir des acteurs
et des acteurs qui arrivent à déstabiliser des jeunes étudiants. Le but étant de leur montrer à quel point, effectivement, quand on injecte dans un récit médical de la souffrance ou de l'inattendu, nos algorithmes, pour reprendre cette formule, sont dépassés. Je pense aussi que l'enseignement de la médecine, c'est un compagnonnage, c'est un travail qu'on peut montrer. Et pour l'avoir fait en neuropsychologie souvent, les films que vous pouvez faire, avec l'accord des patients évidemment, mais sur un entretien, que Ancry nous montre comment il fait une consultation de mémoire, et que ce film puisse être passé à des jeunes internes. Moi, que des consultations douleur, on l'a fait aussi, hein, on a tous fait, filmer des consultations douleur. C'est un enseignement très très utile, très facile à médiatiser actuellement avec Internet. Donc je pense que tout ce travail sur des bases de données de seniors qui montrent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont quelquefois mis 30 ans à acquérir, est très utile sur le plan pédagogique. Je pense que c'est fondamental, et nous avons d'ailleurs, dans le cadre du plan maladie neurodégénérative, hein, sur le volet recherche, une mesure qui vise à avoir des banques de récits. Banque de récits, ça peut être banque de récits de malades, ça peut être banque de récits de proches, ça peut être banque de récits du personnel médical aussi. Et je crois que de partager en fait ces vidéos, de partager ces écrits, c'est quelque chose de très important. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, et en tout cas pour ceux qui sont intervenus, on vous écrira pour vous demander l'autorisation, si vous acceptez, de le mettre en ligne, parce que je pense que c'est important. Ça peut aider les autres à mieux comprendre en fait la souffrance. Et puis si on la comprend, peut-être qu'on souffrira un petit peu moins en partageant, en discutant. En tout cas, c'est en n'oubliant pas la voix humaine qu'il faut travailler, parce que c'est pas dans la technique qu'on trouvera une réponse. La technique est là où elle doit être, mais en fait, il faut vraiment renforcer l'humain et se souvenir que tout le monde, à l'heure actuelle, n'a pas un alter ego, n'a pas un aidant. Et la solitude des gens qui sont seuls dans les maladies neurodégénératives est d'autant plus difficile qu'ils ne peuvent rien faire seuls, quoi. Tout à fait. Par rapport à la question de la souffrance, je reçois des appels téléphoniques à France Parkinson par rapport à des adhérents, par rapport à la recherche de structures d'accueil temporaire au jour adaptées à la maladie de Parkinson. Et là, je dois dire qu'on est un peu... on n'a pas beaucoup de réponses à apporter. Et donc, dans le cadre du plan de des maladies neurodégénératives, qu'est-ce qu'il est prévu par rapport à ce développement de l'offre? Justement, c'est ce que vous me demandez de dire tout haut, ce que nous discutions tout bas tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à l'évidence une prise de conscience qui a d'ailleurs été portée par votre président, sur le fait que les structures d'accueil pour les maladies de Parkinson sont insuffisantes, et que les personnels qui sont dans les structures telles qu'elles existent à l'heure actuelle ne sont pas formés. Donc il paraît difficile d'envisager qu'il y ait des structures spécifiques pour prise en charge de personnes atteintes de maladie de Parkinson, comme il est très peu vraisemblable qu'on arrive à mettre en place des structures spécifiques pour prendre en charge des personnes jeunes atteintes de maladie d'Alzheimer. Parce qu'on se rend compte que assez souvent, l'éloignement de la famille, si nous avons la possibilité de mettre en place des structures spécialisées, fait que finalement, il n'y aura pas de réponse qui soit parfaitement adaptée. Alors l'une des réponses à laquelle on est en train de réfléchir, sur lesquelles il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi bien dans la maladie d'Alzheimer que dans la maladie de Parkinson, c'est à un moment donné de pouvoir identifier dans des grands bassins de vie des structures existantes dans lesquelles on pourrait
spécialiser une partie de la structure qui pourrait alors prendre en charge une masse critique suffisante de personnes atteintes de cette maladie, dans le cas particulier la maladie de Parkinson, où on pourrait mettre alors les moyens avec des personnes formées, capables effectivement de savoir, d'assurer la continuité du traitement, de prendre en charge de façon plus compétente parce que formées. Et donc c'est le sujet sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Il y a des expériences, on en parlait tout à l'heure, dans la région, en Auvergne, il y a des expériences qui sont faites par l'équipe d'Emmanuel Broussol à Lyon, il y en a d'autres. Nous sommes en train, à Toulouse, d'essayer de mettre en place ce genre d'approche, mais nous sommes en train de réfléchir, plus que réfléchir, même d'avancer sur ce sujet, dans le cadre de la mesure du plan correspondant. Donc effectivement, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Merci. Bien, écoutez, je crois qu'il est temps de conclure. Moi, je voudrais vraiment vous remercier parce que ça a été une journée d'échange. L'humain a vraiment été mis en avant. Je voudrais remercier très chaleureusement les gens qui se sont dévoilés, parce que c'est très dur de parler de sa souffrance. Émotionnellement, je crois que ça a été des échanges vraiment très, très forts. Moi, je me félicite que les professionnels, qu'ils viennent de la recherche, de la médecine, d'autres domaines de la prise en charge des maladies neurodégénératives, puissent travailler ensemble. Je crois que c'est une des volontés que nous avons dans ce plan maladies neurodégénératives. Et ce type de journée, nous allons essayer de les poursuivre. C'est la 2e édition et nous comptons sur vous pour la 3e édition qui aura lieu, j'espère, l'année prochaine. Voilà, donc merci à tous et à toutes d'être venus. Merci aux orateurs pour leur implication. Et puis merci à toute l'équipe de l'ITMO, Lydie, Christine et Marie-Lou, sans lesquelles il n'y aurait pas eu cette journée, parce que c'est elles qui ont tout fait. Et ce que je voudrais, c'est qu'on les applaudisse très chaleureusement. Bon retour.